Je m'appelle Jimmy, un type ordinaire qui essaye de s'en sortir. Un boulot correct, un petit appartement, quelques bons amis. Pendant un temps, j'ai eu une copine, Eleliana. Au début, tout était simple et intense. Elle était brillante, drôle, passionnée. On s'est compris tout de suite. J'avais enfin l'impression d'être avec quelqu'un qui me voyait vraiment. On a emménagé ensemble après 1 an. C'est là que les choses ont commencé à changer, lentement, comme une fuite invisible. Ses centres d'intérêt se sont resserrés jusqu'à ne tourner qu'autour du féminisme et de la justice sociale. Pas une version humaine et nuancée, une version rigide, universitaire, agressive. Chaque conversation devenait une analyse idéologique. Rien n'existait sans être disséqué. On regardait un film que j'aimais. Elle mettait pause pour lancer une conférence sur le regard masculin, le patriarcat, la narration problématique. Moi, je voulais juste voir l'explosion suivante. J'acquiesçais en silence. Contredire était une faute. Être d'accord trop vite aussi. Il n'y avait aucune bonne réponse. Tout a fini par être contaminé. Je cuisinais après le travail, pensant lui faire plaisir. Elle transformait le repas en cours magistral sur le travail domestique et l'incompétence masculine historique. Je n'étais plus Jimmy. J'étais le symbole de siècles de paresse. Mes amis ont fini par le remarquer. Quand ils venaient regarder un match, elle restait dans un coin, silencieuse mais jugeante. Après leur départ, elle expliquait en quoi ils incarnaient la masculinité toxique. Elle voulait que je les éduque. Quand j'ai dit que ce n'était pas comme ça que fonctionnait l'amitié, elle m'a accusé de soutenir le système par mon silence. J'ai commencé à les voir moins souvent. C'était plus simple. L'appartement est devenu un tribunal. Elle était à la fois procureur, juge et jury. Chaque détail devenait une preuve contre moi. Le café que j'achetais, les mots que j'utilisais, tout était suspect. J'ai commencé à parler moins, à répondre mécaniquement. D'accord, tu as raison, je comprends. Je croyais que c'était ça, une relation sérieuse, s'adapter. Sauf que j'étais le seul à le faire. Son idéologie ne se négociait pas. Les derniers mois ont été étouffants. Je me sentais disparaître, limer chaque aspérité de ma personnalité pour tenir dans l'espace minuscule qu'elle m'autorisait. J'étais épuisé, profondément. Puis il y a eu ce vendredi, semaine interminable. J'ai pris une pizza et des bières en rentrant. En entrant, j'ai su que quelque chose clochait. Elle était assise, bras croisés, déjà prête à prononcer la sentence. J'ai proposé de manger tranquille, de regarder un film. Elle m'a accusé d'attaquer son récent article sur l'alimentation et les communautés marginalisées. Quand j'ai dit que j'avais juste faim, elle m'a reproché de réduire son travail émotionnel à un besoin primaire. J'ai abandonné. J'ai proposé un film d'action. Pour elle, c'était une apologie du patriarcat violent. Elle a choisi un documentaire étranger en noir et blanc sur l'architecture moderne. 2 heures, sans musique. La pizza refroidissait comme un monument à mes fautes. Je luttais pour rester éveillé. Mon téléphone a vibré. Un message idiot d'un ami. J'ai souri à peine. Elle a arrêté le film. Elle m'a explosé dessus, parlant de son travail émotionnel, de l'effort constant pour me déconstruire, épuisé, selon elle. J'ai simplement dit ce que je ressentais vraiment. Je voulais du calme. Son visage a changé. Elle a déclaré que mon silence était une arme, une forme de domination masculine. Sa punition, 11 jours de silence. 1 jour par mois, à supporter mon absence émotionnelle, selon elle. Je ne devais parler à personne dans l'appartement. Je devais écouter, réfléchir, expier. Elle pensait m'avoir piégé. J'ai regardé son sourire satisfait. La pizza froide, l'écran figé. Quelque chose en moi s'est éteint. Tout le poids a disparu, remplacé par un calme creux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai dit un seul mot, d'une voix claire. D'accord. Elle a cru que je cédais. Elle n'a jamais su que je venais de me libérer. Le premier jour a été étrange. Je me suis levé sans dire bonjour. Elle remplissait le silence par des monologues démonstratifs, attendant une réaction. Elle n'a rien eu.
Le deuxième jour, elle a invité une amie et a parlé de moi comme si je n'étais pas là. J'étais un cobaye silencieux. J'ai pris mon sandwich et je suis allé dans ma chambre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de la paix. Le troisième jour, l'appartement était vide et silencieux. Un silence qui m'appartenait. J'ai commencé à réparer, ranger, remettre de l'ordre. Table bancale, ampoule grillée, bibliothèque encombrée. J'ai séparé ces livres des miens. Utiliser mes mains, agir sans me justifier, c'était profondément apaisant. Quand elle est rentrée et a vu l'appartement transformé, elle était déstabilisée. Elle m'a demandé ce que c'était. Je n'ai pas répondu. Selon ses règles, son expérience commençait à se retourner contre elle. Le quatrième jour, j'ai attaqué la cuisine. Tout a été nettoyé en profondeur. Four, frigo, plan de travail. J'ai rangé les épices par ordre alphabétique, jeté les vieux produits périmés. J'ai mis mes écouteurs, écouté de la vieille musique rock, celle qu'elle appelait trop masculine. Juste moi, la musique, et le plaisir de rendre l'espace mien. La maison était à nouveau mon territoire. Quand elle est revenue, elle a vu la cuisine impeccable. Son œil a tressauté légèrement. Mon efficacité silencieuse n'était pas prévue. Elle a essayé de me manipuler avec des notes passives agressives. Ton silence imite-t-il la marginalisation des voix féminines ? Je les ai lues, froissées et jetées. Le silence était mon répulsif. Le cinquième jour, un samedi, mes amis m'ont invité à regarder un match. Normalement, j'aurais dû inventer une excuse pour éviter une dispute. Mais cette fois, sans voix pour argumenter, je suis parti. Eliana s'est tenue sur mon passage, a protesté. Mais j'ai gardé mon calme. Elle a cédé, exaspérée. Être avec mes amis a été le dernier morceau du puzzle. Ils m'ont accepté tel que j'étais, sans analyser ni juger. C'était simple, vrai, et j'ai réalisé combien je m'étais isolé pour la satisfaire. De retour tard, l'appartement était sombre. Elle attendait sur le canapé, en colère. Je l'ai ignorée, je suis allé dans la chambre, fermé la porte. Le pouvoir avait changé. Elle voulait parler, et je refusais, avec l'arme qu'elle m'avait donnée. Le silence était maintenant mien et puissant. Le sixième jour, dimanche, je me suis réveillé reposé. L'appartement était calme. Je suis allé courir, respirer librement. En revenant, Eliana avait préparé un petit déjeuner copieux, une offensive de gentillesse. Elle m'a souri, mais j'ai secoué la tête, simple et poli. J'ai fait mes œufs brouillés et mangé debout. Quand je suis sorti faire des courses, ces pancakes sont restés sur la table. À mon retour, ils avaient été jetés. Le septième jour, elle a tenté la nostalgie, l'album de notre chanson. Elle feignait de lire mais m'observait pour une réaction. Je n'ai rien donné. Le silence avait coupé les fils émotionnels. C'était comme regarder notre passé derrière une vitre insonorisée. Je voyais les souvenirs sans les ressentir. Elle perdait le contrôle. Le huitième jour, la panique a commencé. Elle m'a coincé dans le couloir, les yeux un peu fous, parlant vite. Elle a admis que 11 jours étaient peu, être trop long, et m'a autorisé à parler. Son autorisation était déguisée en décret, une tentative de récupérer son pouvoir. J'ai secoué la tête, levé 3 doigts. 3 jours restants. Les émotions sur son visage étaient un mélange de confusion, rage et peur. Elle avait créé un monstre de silence hors de son contrôle. Les jours suivants, je me suis préparé à partir. J'ai trouvé des appartements, listé ce que je devais prendre. Le 10e jour, j'ai commencé à emballer mes affaires. Vêtements, livres, une vieille photo de camping avec mes amis qu'elle détestait. Elle est rentrée, bouche bée devant les cartons et mon placard à moitié vidé. Elle a paniqué. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai continué à plier mes affaires, méthodiquement. Le premier carton scellé a déclenché sa colère. Accusations de manipulation, de violence émotionnelle, gaslighting, stonewalling, toutes ces armes rhétoriques utilisées contre moi pendant 2 ans. Mais cette fois, je restais silencieux. Ces mots étaient devenus du bruit. Quand elle s'est épuisée, j'ai pris le carton
et avancer. Elle s'est interposée. Tu ne pars pas sans parler. J'ai arrêté, les regardé, puis le carton, puis elle, d'un air calme. Bouges-tu ? Elle a cherché l'ancien Jimmy qui céderait. Il n'existait plus. Elle a reculé, à contre-cœur. J'ai continué méthodiquement. Chaque objet dans un carton était une part de moi que je reprenais. Elle était assise, silencieuse, parfois des larmes coulant sur ses joues. Avant, cela m'aurait brisé. Maintenant, ce n'était que de la pitié distante. Le soir, 5 cartons empilés. Mon espace condensé. Je dormais sur mon côté, elle sur le sien. La distance semblait infinie. Le 12e jour, ma sentence était terminée. J'ai préparé mon dernier café dans cet appartement, elle assise là, pâle et fatiguée, tentant un semblant de normalité. Elle m'a annoncé que les 11 jours étaient écoulés et espérait une confession. Je l'ai regardée calmement, vidée de toute émotion. J'ai dit simplement « Oui, j'ai beaucoup réfléchi, merci. Ces 11 jours ont été les meilleurs des 2 dernières années. » Son sourire s'est brisé, confusion et horreur sur son visage. Je ne répondais pas à ses questions. Je prenais mes clés, mes cartons. Elle a paniqué, crié, supplié, mais je suis sorti sans me retourner, dans la rue, seule la ville qui se réveillait. Et c'était calme. Un calme complet, paisible, silencieux, le début de ma vraie vie.